Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse et Pêche Express. Aujourd'hui, une émission spéciale. Je vous propose de visionner des clips web qui n'ont jamais été présentés à la télévision et qui ont été fort populaires. On regarde ça ensemble. Il existe une véritable frénésie pour la pêche au Touladi, notre fameuse truite grise ou notre truite de lac. D'ailleurs, un plan de gestion est en vigueur présentement au Québec sur des limites de taille et des limites de quantité que le pêcheur est autorisé à prendre. Donc, bien s'informer au niveau de la réglementation en fonction du plan d'eau où vous voulez pêcher. Dès l'ouverture de la pêche à la truite grise, beaucoup de lacs se font envahir par de nombreux pêcheurs qui tentent d'attraper ces poissons-là. Et la raison est très simple. Elles peuvent atteindre des tailles assez impressionnantes. D'ailleurs, il s'est attrapé un Touladi au Grand Lac des Esclaves dans le nord de l'Alberta. Je crois qu'elle pesait près de 80 livres. Donc, ça nous donne une idée des tailles absolument incroyables que ce poisson-là peut atteindre. Il est souvent attrapé en profondeur, ce qui fait que c'est un poisson qui est difficile techniquement à aller chercher. Et également, il est un peu capricieux, donc il ne mord pas de façon régulière. Donc, c'est un défi un peu pour le pêcheur que d'attraper une belle truite grise. Ce qui fait que plusieurs techniques de pêche ont évolué au cours des années et plusieurs fois, vous me posez la question, et vous, M. Lessard, comment vous faites pour attraper votre truite grise? Bon, évidemment, lorsque la truite grise est dans le bas de la thermocline, hein, on sait maintenant ce que ça veut dire, dans le bas de la thermocline, c'est-à-dire un poisson relativement profond, je dois atteindre ce poisson-là grâce à mon équipement de pêche. Alors, je ne me gêne pas de prendre ce qu'on appelle un marcheur de fond. C'est une broche munie d'un poids, souvent qui peut atteindre 2 onces et plus, pour atteindre des profondeurs qui dépassent souvent les 50 pieds de profond, voire même 60 pieds. J'ai déjà attrapé une grise l'année dernière à 90 pieds de profond. Donc, ça prend quand même un poids substantiel pour atteindre cette profondeur-là. J'y attache un fil, qui est un bas de ligne, relativement long, dépendamment des conditions. J'ai attrapé, par exemple, des truites grises sur le Grand Lac des Neiges, dans la réserve faunique des Laurentides. Mon bas de ligne avait une longueur de 10 pieds de long. Quand même un petit peu difficile à manipuler, mais c'était la technique à ce moment-là et j'ai eu du succès. Mais pour les biens de la cause, ici, j'ai raccourci mon bas de ligne à près de 1 mètre, soit 3 pieds, et je lui ai accroché un poisson nageur. J'ai confectionné un nœud Rapala, évidemment pour permettre au poisson nageur de bien nager par lui-même. Particularité de mon poisson nageur, vous avez remarqué qu'il est articulé. Ce n'est pas un poisson nageur, par exemple, qui a été confectionné comme celui-ci, d'une seule pièce. Donc ici, j'ai pris exprès, lors de l'achat, de le prendre articulé, qui démontre un peu plus un petit poisson fourrage en détresse, parce qu'on sait que le Touladi est quand même une truite qui est très prédatrice, très carnassière, qui fait qu'elle va attaquer justement les bancs de ménés, les petits bancs de lançons, bref, des proies qui sont souvent en détresse. Première particularité, il doit être articulé. Deuxième particularité de mon poisson nageur, c'est qu'il est flottant. Ce qui fait en sorte, c'est que si mon poids descend à une certaine profondeur dans la colonne d'eau, bien, mon leurre, lui qui est flottant, va relever de quelques centimètres par rapport à mon poids, lui permettant justement d'être un poisson égaré, attirant davantage l'attention. Donc ici, 2 petits trucs. Poisson articulé et il doit être flottant. D'ailleurs, ici, j'en ai une autre variété au dos bleu qui m'a donné beaucoup de succès à la pêche au Touladi. Ah, M. Lessard, j'ai pas ça, moi, un marcheur de fond pesant. Bien, confectionne-le toi-même. Tout ce que ça prend ici, c'est un émerillon à 3 voies, un triway, comme on appelle, où qu'une première partie d'émerillon est attachée à ma ligne à pêche, la deuxième partie a un plomb cloche que j'ai pris dans mon coffre à pêche, et ma troisième section d'émerillon, bien, j'y viens attacher mon poisson nageur flottant. Donc, c'était la façon que je fais mes montages de pêche pour attraper les Touladis qui sont tant recherchés par les pêcheurs du Québec. À votre chronique Chasse et Pêche Express d'aujourd'hui, je réponds à la question de plusieurs pêcheurs m'abordent en me disant « Hey Sylvain, qu'est-ce qui t'a épaté dans le domaine de la pêche ces derniers mois? » Oh, épaté dans le domaine de la pêche? Il y a toujours les petites trousses rig wrap qui je trouve intéressant pour nous autres, les pêcheurs de truites, surtout pour remettre nos bas de ligne et nos hameçons qu'on ne sait jamais à quel endroit mettre. Et je trouve que le système de rangement rig wrap est quand même assez révolutionnaire dans le domaine de la pêche. Petite cuillère tournante également, ça se range bien. Ça, c'est un plus.
Avec la venue des super fils aussi difficiles à couper avec nos petits coupe-fils, j'aime bien la compagnie Boomerang qui donne un ciseau super efficace pour couper des fils à pêche de tout acabit. Mais véritablement, ce qui a attiré mon attention, je vous le mets dans le mille, j'ai lu un article dans une revue de pêche québécoise où on faisait une étude comment bien mettre le verre sur notre hameçon pour augmenter notre succès de pêche. Tout le monde connaît l'expression « Ah, oh, elle mord donc bien mal aujourd'hui ». Puis, as-tu vu comment la truite mord mal? Elle vient têter mon verre, mais je ne suis pas capable de la ferrer. Eh bien, on a sorti un petit outil qui facilite l'insertion du verre sur notre hameçon pour faciliter le ferrage lorsque la truite est capricieuse. Je vous en fais une démonstration sur le champ. Je prends ma vieille boîte de verre dans ma bibliothèque et je vais vous en sortir un. Voilà, un beau verre de terre. Alors, l'enfileur de verre, la façon que ça fonctionne, c'est que je localise la tête, qui est toujours localisée par un anneau sur le verre un peu plus clair. Je prends mon enfileur, qui est une genre de grande aiguille creuse. Et là, évidemment, pour les plus sensibles, ne regardez pas, mais je dois empaler le verre sur toute la longueur de la tige. Je le pars d'à peu près 1 cm de la tête. Je le rentre dans son corps, comme ceci délicatement, et je l'enfile tout le long du verre pour que je le transperce, je l'empale littéralement jusqu'au bout. Je viens positionner mon hameçon directement sur le bout de mon enfileur et je dois maintenir le fil de ma canne à pêche bien tendue et tout ce que j'ai à faire, c'est que je retourne le verre sur son hameçon pour qu'il puisse courir sur le fil en tant que tel. J'ai plus besoin à ce moment-là de mon enfileur, je le dépose et à ce moment-là, le fait que mon ver de terre soit sur mon fil à pêche, complètement, lorsque le poisson va arriver pour venir mordre le verre, quelquefois il va mordre sur quelques centimètres sans véritablement toucher à l'hameçon. Mais ici, dans ce cas-là, l'hameçon est très, très près d'où ce que j'ai empalé mon verre avec mon enfileur, ce qui fait que lorsque le poisson, même s'il est capricieux et qui vient comme têter, comme on dit dans le langage du pêcheur, bien l'hameçon est tellement près que vous allez sentir la touche et vous avez des chances de ferrer votre poisson. D'ailleurs, les tests effectués par les auteurs de l'article en question stipulent que la façon que ce verre-là a été empalé sur l'hameçon, ça a augmenté le ferrage de plus de 70 % comparé à la façon traditionnelle de le mettre. Façon traditionnelle, c'est que vous savez comme moi, c'est qu'on prend notre verre et on fait juste l'enfiler sur à peu près 1 cm, laissant pendre souvent une grande partie de verre. La truite, souvent, le salmonidé va venir manger la partie de verre où il n'y a pas d'hameçon. Ça va venir mordre, mais on va être en absence de ferrage. La façon que l'enfileur fonctionne, vu que le verre remonte sur mon fil à pêche, fait en sorte que l'hameçon est à proximité du verre. Et mon montage reste conventionnel. J'ai mis un émerillon. Ici, j'ai une petite cuillère genre Toronto, martelée, cuivre et argent, avec un bas de ligne de 24 pouces de long de façon conventionnelle. Donc, oui, pour répondre à la question, ce qui m'a vraiment épaté dans le domaine de la pêche ces derniers mois, c'est une compagnie américaine qui a fait un enfileur de verre qui me permet d'avoir, lorsque j'ai des touches, un ferrage plus réussi. Et j'augmente ainsi mon succès de pêche. Vous savez, j'aime toutes les activités de plein air, que ce soit la contemplation, l'observation faunique, la pêche, mais également, je m'adonne à la chasse. Je m'adonne à la chasse depuis que je suis tout jeune. Et j'ai vu cette activité-là évoluer au cours des années. Évoluer au niveau des techniques, par exemple, de chasse, comment approcher l'animal ou comment faire venir l'animal près de soi. Mais également, j'ai vu beaucoup d'évolution au niveau de l'équipement. Maintenant, il y a des incontournables que je traîne avec moi à la chasse puis qui me rendent un peu l'existence un peu plus facile. Pas parce que la chasse est une activité difficile, on dit souvent que les problèmes commencent lorsque la bête est abattue. Effectivement, c'est là que le gros du travail se fait principalement. Mais dans mon petit pack-sac, souvent, je pars à l'aventure, je traque, par exemple, un animal, je suis avec moi-même, sans aucun compagnon à proximité, ce qui fait que je dois avoir des choses sur moi dans toute éventualité. Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis capable de mettre le doigt sur différents équipements qui ont facilité ou révolutionné le monde de la chasse? Je vous en présente quelques-uns aujourd'hui. La lunette de visée.
S'il y a quelque chose qui a vraiment révolutionné la chasse ces dernières années, c'est véritablement la qualité optique des lunettes de visée. Les prix ont diminué. Quand même, c'est un outil relativement dispendieux parce que ça doit résister à beaucoup de chocs, ça doit résister aux intempéries, ça doit rester ajusté et juste pour un tir précis. Donc, c'est véritablement une révolution dans le domaine de la chasse de voir arriver plusieurs nouvelles compagnies dans le domaine à des prix très compétitifs. Ce qui m'amène à vous dire un peu que si vous avez un budget restreint, par exemple pour vous acheter une carabine neuve, bien, je vous recommande que votre budget ne soit pas seulement en fonction de la carabine, mais également pour la lunette de visée. Parce que la carabine, oui, c'est elle qui va tuer votre animal, mais c'est la lunette qui va voir votre animal. C'est elle qui va déterminer l'endroit où tirer avec la précision voulue à toute heure du jour dans les heures légales de chasse. Donc, si vous avez un budget, par exemple, de 800 $ pour une arme à feu, ne vous gênez pas pour doubler votre budget pour avoir une lunette également de qualité, parce que c'est elle, souvent, qui fait le maillon qui va faire en sorte que votre chasse va être réussie. Parlant d'armes, j'aime bien les petites trousses attachées à notre ceinture qui sont des compartiments pour les cartouches. Il n'y a rien de plus fatigant dans le bois que d'entendre cogner des cartouches dans nos poches et le bruit métallique, le gibier en est allergique. Serrez donc vos cartouches adéquatement et gardez cette réserve de cartouches-là à la ceinture. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin d'une réserve de cartouches additionnelle. Elle est toujours sur vous, elle ne vous quitte jamais et elle est sans bruit. On a fait mouche, notre gibier est à terre, évidemment, ça prend un couteau. Les nouveautés, on a des couteaux de plus en plus qui sont tranchants, comme des scalpels, comme des lames de rasoir. Fini le temps d'aiguiser ça pendant de longues heures. Ici, j'ai un couteau ultra léger. Et regardez la nouveauté, la lame, ici, lorsque je presse sur un bouton poussoir, okay, elle se détache et est remplaçable lorsqu'elle ne coupe plus. Donc, j'ai toujours un couteau tranchant avec moi qui me permet de couper les structures de mon animal et de faire un travail propre et digne des plus grands bouchers. D'ailleurs, pour faciliter ma tâche, un outil ici d'une compagnie américaine qui me permet de bien tailler l'anus de mon gros gibier. On l'appelle le butt-out. C'est toujours difficile d'aller chercher le gros intestin et d'être capable de couper la membrane à l'intérieur du bassin du gros gibier. Cet petit outil muni d'une poignée nous permet de retirer sur quelques centimètres le tube digestif et d'être capable de faire une incision propre et sans percer la vessie ou sans répandre les matières fécales dans la cavité de l'animal. Donc, je traîne toujours ça, c'est ultra léger. Mais là, une fois que j'ai fini d'éviscérer mon animal, la noirceur s'est installée, je dois retrouver mon chemin. Si je suis en territoire faunique, par exemple, dans une réserve que je ne connais pas ou sur un nouveau territoire, j'ai pris la peine de traîner avec moi des genres de punaises. Oui, des genres de petites punaises, mais attention, ces punaises-là sont réfléchissantes et j'ai pris la peine de, tout au long de mon sentier, d'en épingler une de temps en temps sur les branches ou sur la végétation. Ce qui fait le soir, lorsque je reviens souvent à la noirceur, muni de ma puissante lampe frontale, je suis en mesure d'illuminer mes petites punaises qui sont ici disséminés un peu comme le petit poucet qui semait les cailloux à l'époque. Mais ici, c'est un petit outil moderne, ultra léger, qui prend très peu de place dans mon pack-sac et qui me permet d'être sécuritaire lorsque je ressors de la forêt à la noirceur. Mais là, j'ai fini d'éviscérer mon gibier, je suis beurré des pieds à la tête, qu'à cela ne tienne, je ne sors pas ici une capsule de Paparman parce que les gens seraient pensés, bon, il veut manger des bonbons. Non, ici, regardez bien la magie s'opérer devant vous. Avec ma petite Paparman, j'y vide quelques gouttes d'eau seulement. Regardez-la gonfler. Et lorsqu'elle a fini de gonfler avec l'eau, je la défais et ça fait une véritable napkin pour me nettoyer les mains de tout le sang et des souillures de mon éviscération. Et savez-vous quoi? Je peux la laisser en forêt, elle est biodégradable. Dans quelques jours seulement, il n'y aura plus aucune trace de ma napkin. Ultra léger, sec, il s'agit juste d'avoir quelques gouttes d'eau pour que ça soit fonctionnel. Ah, le chasseur de chevreuil qui aime faire le rattling avec des bois trouvés, oui, c'est lourd, c'est encombrant. Souvent, on peut se blesser en se cognant une main. Je pars en expédition, je ne veux pas traîner mes cornes. J'aime bien la compagnie qui a fait des petites languettes de plastique dans une pochette qui imite un peu l'entrechoquement de mes bois. Je tiens ça dans ma poche arrière.
Ça prend pas de place et je suis capable de simuler un semblant de rattling qui est un peu un leurre de curiosité pour le cerf de Virginie. J'ai réussi à avoir mon cerf de Virginie, je suis loin en forêt, mes copains sont ailleurs sur le territoire, je dois sortir ma bête, je traîne toujours avec moi mon fameux harnais. Ce harnais-là s'installe sur mon dos, pareil comme un pack-sac. Je le passe à travers mes deux épaules. OK? Je vais refaire une démonstration rapide. Et la corde qui est à l'arrière sert à attacher soit le panache de mon mâle ou le cou de ma femelle lorsque j'ai un permis spécial. Et avec le pack-sac, orangé évidemment pour être sécuritaire, je suis en mesure de traîner mon gibier en dehors du bois. C'est très confortable et c'est très solide, ce qui fait en sorte que, j'ai pas besoin de vous dire, mais j'ai sorti plusieurs chevreuils seuls avec ce petit harnais-là, ultra léger, ça prend pas de place dans mon pack-sac. Et finalement, j'aime bien m'arrêter quelquefois en forêt, mais on vieillit, vous savez, hein, puis on prend de la fraîche un peu, une roche froide, une souche humide. Munissez-vous donc d'un bon coussin isolant. Je suis capable de m'asseoir partout en forêt au pied d'un arbre. Je suis capable de faire de l'affût pendant de longues minutes. J'ai mon postérieur bien au chaud. J'ai pas peur d'attraper une infection urinaire, quoi que ce soit. Ça dégage de la chaleur et c'est ultra léger. C'est mes incontournables pour la chasse. J'espère vous avoir donné de bonnes idées. On se revoit bientôt pour un autre Chasse et Pêche Express.